بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, la première des choses que je souhaiterais faire évidemment, c'est de remercier les organisateurs de cette conférence. Donc, barakallahu fikum, de me donner la possibilité de m'exprimer sur un sujet majeur pour la présence musulmane en France. Évidemment, à 2 jours des élections, c'est vrai que c'est bien de partager cette soirée de réflexion pour donner un certain nombre d'éléments quant à la question du vote et à la question de la place des musulmans par rapport à ces élections fondamentales que sont les élections présidentielles, à la fois en tant que citoyen et en tant que musulman. Mais évidemment, on élargira un peu plus la perspective, on ne se contentera pas uniquement d'élections présidentielles, il y a d'autres élections qui sont tout aussi fondamentales, notamment les législatives. On verra, Inch'Allah, dans le cours du développement, le pourquoi du comment. Et voilà, je souhaitais remercier encore une fois Barakallahu Fikoum. Je trouve que c'est très bien, c'est très sain ce que vous faites. Je ne peux que vous encourager en demandant à Allah qui vous donne la récompense, Inch'Allah. Bien, moi je vais essayer de faire une conférence, une intervention assez courte. Moi j'aime bien les interventions maximum une demi-heure pour ensuite donner la parole au public, parce que c'est au travers plutôt de vos échanges, de vos réflexions, de vos questions qu'on peut préciser un certain nombre de points. Donc je vais m'attarder, je vais essayer de diviser d'abord ma conférence en 2 parties. Je vais mettre en évidence les raisons profondes de ce qui caractérise le plus le vote musulman en France, qui est donc l'abstention. Donc on va essayer de voir dans un premier temps quelles sont les raisons profondes de l'abstention. On va essayer d'être assez rapide, mais de mettre en évidence quand même 3 raisons fondamentales et majeures. Dans une deuxième partie, on essaiera d'y apporter des réponses tout en mettant le tout en perspective avec les élections, donc dans 2 jours, premier tour dans 2 jours et dans 2 semaines le second tour. Donc voilà ce que je vous propose, et en même temps, ça nous permettra de voir comment et en quoi le vote, parce que c'est vraiment l'une des forces. Tout à l'heure, tu as dit, je crois dans la présentation, on ne vous demandera pas d'aller voter. Moi, je vous demande d'aller voter. Enfin, vous comprendrez à la fin de l'intervention que vraiment, si on n'a pas saisi l'importance du vote comme arme de contribution à des résistances pour pouvoir améliorer la condition générale de la communauté musulmane, on n'a pas compris le système dans lequel on vit. Vraiment, véritablement. Mais en même temps, il ne faut pas se cantonner qu'au présidentiel. On verra, Inch'Allah, dans le cadre du développement. Donc voilà globalement pour le schéma de la conférence. L'abstention, comme je l'ai dit, c'est pas moi en fait qui le dis, hein. Évidemment c'est un certain nombre de recherches. Vous avez une personnalité française connue dans le monde universitaire qui s'appelle Pascal Perrineau, qui est le président du CEVIPOF. Le CEVIPOF, c'est le centre d'études de la vie politique française. C'est ce qui évidemment fait de mieux dans le domaine académique en France. C'est ceux qui vraiment développent un certain nombre d'analyses, font des recherches poussées sur la vie politique française et notamment sur la question du vote, de la participation, du rapport aux politiques des différentes communautés. Et je ne sais pas si vous l'avez vu sur Internet, mais en tout cas cette vidéo elle est absolument elle est à voir. Et vous la trouvez sur le site du CCIF, puisqu'ils ont fait une espèce de montage très bien fait. Je vous renverrai tout à l'heure peut-être au site internet qui s'appelle islamophobie.net. Vous verrez cette vidéo très bien montée. Mais qu'est-ce qu'il dit en substance? Il prend les communautés religieuses présentes en France, donc la communauté catholique, protestante, juive et musulmane. Et dès qu'il arrive à la communauté musulmane, il dit quelque chose d'absolument sidérant, mais qui est réel évidemment. Il dit le trait, la caractéristique majeure du vote musulman en France, c'est l'abstention. Et il donne des chiffres. En 2007, lors des élections présidentielles, il faut savoir que les élections présidentielles, c'est celles qui mobilisent le plus l'attention de la population, c'est celles où on va voter le plus massivement. La population musulmane en 2007, c'est à peu près, grosso modo, abstenue à hauteur de 40%. Et il ajoute, c'est certainement le segment de la population qui s'abstient le plus pour les présidentielles. 40% de la communauté musulmane. Mais quand on fouille un petit peu plus, et qu'on se plonge dans les élections locales, notamment les élections cantonales, ou d'autres élections où l'enjeu n'est pas très clair, comme les élections européennes, on arrive dans certains endroits, et notamment en banlieue parisienne, écoutez bien, à 75 voire 80% d'abstention. Ça, c'est vraiment l'élément premier, fondamental, à saisir, et vous comprendrez au fil de l'analyse que finalement tout le discours islamophobe, le discours stigmatisant, tout ce qu'on vit d'une certaine manière, il est issu en grande partie de ce marasme électoral.
vraiment la caractéristique majeure. Parce qu'en plus de ça, dans la même vidéo, il met en évidence et il met en parallèle le vote juif. Et il dit le vote juif, évidemment, il est majoritairement dominé par la participation massive. Des fois, rien que ça, en fait, vous prenez ces deux éléments et vous comprenez beaucoup de choses au sein de la vie politique française. Une communauté qui s'abstient massivement et qui se fait taper sur les doigts à longueur de journée, et peut-être qu'elle en est un peu responsable, et une autre communauté avec beaucoup d'autres, évidemment, qui ont compris le sens du vote, l'importance du système politique français et qui se déplacent aux urnes de la manière la plus massive. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, c'est la base de mon intervention. Ensuite, on va essayer de développer quelles sont les raisons profondes. Moi, j'en mets en évidence trois, il y en a d'autres, mais trois principales et trois majeures. La première, c'est pour trouver un certain nombre de circonstances atténuantes à la communauté. C'est vrai que encore une partie de notre communauté vit dans les quartiers de grands ensembles, dans les quartiers populaires, dominés par le chômage, dominés par un déclassement social. Et c'est vrai que l'origine sociale ouvrière de beaucoup de musulmans fait que mécaniquement, il y a beaucoup de raisons qui expliquent ça, mais que mécaniquement, plus on est bas entre guillemets dans l'échelle sociale et moins on vote. Ça, c'est une réalité affligeante, mais elle est réelle, c'est comme ça que ça se passe. C'est dommage, mais c'est une réalité. Donc, même sans verser dans un misérabilisme, évidemment, beaucoup de notre communauté ont franchi un certain nombre de paliers dans l'échelle des catégories socio-professionnelles. Alhamdoulilah, il y en a qui vivent de mieux en mieux, qui développent, qui sont des gens avec des situations très bien placées, mais comme une bonne partie de la communauté, même si c'est moins dominant maintenant qu'avant, elle est quand même cantonnée dans une certaine origine sociale, dans des quartiers qui font que la profusion de problèmes sociaux les relègue à une abstention massive. Premier élément, plus que d'autres en tout cas en termes de proportion vis-à-vis des autres communautés. Donc voilà, premier élément, l'origine sociale. Le deuxième élément, alors il était peut-être anecdotique il y a une quinzaine d'années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est de plus en plus présent sur Internet, et là je pense que vous voyez de qui je parle. C'est un discours religieux qui nous fait croire, en tout cas qui essaie de convaincre la communauté musulmane que voter, ce n'est pas permis en islam, que c'est haram, que c'est la yajouz. Je pense que vous avez dû le sentir, le lire, peut-être le parcourir sur Internet ou l'évoquer un certain nombre dans vos cercles familiaux, etc. En tout cas, il y a quand même de plus en plus, malheureusement, un discours qui nous vient notamment d'un certain nombre de pays du Moyen-Orient qui font croire à la communauté que voter dans une terre comme celle de la France, en Occident en général, il n'est pas permis islamiquement parlant. Et moi, même des fois sur Internet, il y a un certain nombre de débats qui me reviennent de ce que on parlera tout à l'heure sur la page Facebook ou ailleurs, où les gens te disent non, c'est bid'a, c'est la yajouz, certains même évoquant le mot de shirk. C'est vous dire jusqu'où on va dans cette tendance. Ça, c'est à prendre en compte parce que je vous mets en évidence ces trois éléments pour, dans une deuxième partie, Inch'Allah, proposer un certain nombre de pistes de solutions. D'accord, pour qu'on puisse aboutir encore une fois à une participation massive. Donc le deuxième élément, c'est le discours religieux qu'il faut prendre en considération et dont il va falloir avoir les moyens de déconstruire. D'accord, pour convaincre encore une fois la communauté à aller voter. Et le troisième des éléments, et ça je pense que je ne suis pas le seul à m'y retrouver, c'est que même quand les gens sont convaincus d'aller voter, même quand ils ont saisi la pertinence de l'acte électoral, de cette participation à laquelle il faut être présent, beaucoup nous disent d'accord, j'ai compris, je vais voter, j'ai saisi le sens du vote, mais pour qui aller voter? Je ne me reconnais absolument pas dans l'offre politique traditionnelle de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et je vois quelques sourires, et je crois que je ne suis pas le seul à saisir que ça, c'est aussi présent dans la communauté. Et ça, c'est vrai. Et ensuite, également, Inch'Allah, dans une deuxième partie, on verra comment apporter des solutions. Alors, sur ces trois éléments, sur ces trois raisons profondes, comment arriver à trouver des solutions, des pistes de réflexion qui permettront de colmater ces raisons qui poussent à l'abstention. La première des choses à mettre en évidence, ça je pense que ce n'est pas uniquement pour le vote, c'est pour l'ensemble des enjeux, des défis de la communauté musulmane, c'est d'essayer, c'est pour ça que c'est très bien ce que vous faites ce soir, de travailler pour la communauté en misant, en investissant d'abord et avant tout sur l'éducation, la formation, la science et la connaissance. Ça, je prêche peut-être des convaincus, mais c'est absolument fondamental à saisir. Et là, alhamdoulilah, en tant que musulmans, il faut revenir également aux sources islamiques. Le premier verset à révéler, c'est Iqra. On est tous d'accord.
Quand on saisit et qu'on essaye de voir un petit peu, de saisir la portée de ce verset, on verra comment il est corroboré par un certain nombre de traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En fait, quand Allah Azza wa Jalla nous dit Iqra par 2 reprises lors de la première révélation, autant il enjoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire, mais en même temps il nous dit une chose. La lecture, c'est-à-dire la connaissance et le savoir, c'est la clé d'émancipation de n'importe quelle communauté. Pour pouvoir réformer une communauté, il faut d'abord et avant tout tabler sur cet instrument numéro 1 de résistance. Le savoir est une arme, comme dirait le t-shirt du frère. Le savoir est une arme, c'est la meilleure des armes. Les vendredis du savoir. Voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il faut faire. En fait, vous savez comment c'est corroboré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que vous avez comme moi en mémoire, pour ceux qui l'ont vu, le film Risala. Le film Risala, excellent film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Franchement, une chose à faire demain dans le week-end, c'est d'aller le voir. Je pense que vous l'avez tous vu. Après Ghazwat Badr, même sans voir le film, évidemment, c'est un épisode de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après Ghazwat Badr, quand les compagnons apportent un certain nombre de prisonniers, qu'est-ce que leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur dit, détachez les prisonniers, celui qui apprendra à lire et à écrire à 10 musulmans pourra s'en aller librement. Qu'est-ce qu'il dit en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit que derrière la première victoire militaire, immédiate pour tout le monde, il y a une deuxième victoire beaucoup plus intéressante, beaucoup plus profonde et qui donnera les véritables fruits sur le long terme. C'est la victoire du savoir. Imaginez-vous au 7e siècle en Arabie, à l'heure où l'Europe est plongée dans les ténèbres les plus noires du Moyen-Âge, vous avez un homme qui leur dit « détachez les prisonniers de guerre ». Alors qu'à l'époque, les prisonniers de guerre, vous savez ce qui leur sort réservé, c'était évidemment la peine de mort ou bien ils passaient par le fil de l'épée. Là, il leur dit « non, celui qui apprend à lire et à écrire à 10 musulmans pourra s'en aller librement ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire encore une fois, que ce soit pour le vote ou pour pouvoir réformer et améliorer la condition de notre communauté, le premier des investissements véritables qui donnera des fruits, c'est l'information, la science, la formation et l'éducation. Et c'est ça l'islam. Avant toute chose, et tout à l'heure tu as évoqué comme quoi j'étais le président du collectif des musulmans de France, la première, et là je fais juste une aparté pour pouvoir le présenter, le premier des axes de travail, nous, alhamdoulilah, dans le collectif, c'est celui-ci. Essayer d'investir sur la formation, sur la connaissance, sur l'éducation et sur tout ce qu'on vient de dire, le savoir en général. C'est comme ça qu'on arrivera à contrer tous les discours douteux et améliorer le niveau général de la communauté. Et vous savez, pour vous dire des fois un peu les ironies de l'histoire, et là je fais un petit travers sur ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, vous savez c'est qui l'a compris ça? Pourtant c'est dans nos sources, hein. L'État d'Israël. En 1948, je disais ça la dernière fois dans le Figaro, vous avez Einstein, donc l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, encore une fois le savoir, la science, il visite Israël juste après sa création. Vous savez ce qu'il leur dit? Israël ne pourra s'en sortir qu'en investissant sur le savoir et la connaissance. 60 années plus tard, Israël est l'État au monde qui sort le plus d'ingénieurs par nombre d'habitants. Vous savez, c'est l'endroit au monde où il y a le plus d'ingénieurs en proportion de la population. Le savoir. Meilleur des sciences. Meilleur des arts. Donc pour pouvoir contrer, encore une fois, l'abstention qui gagne notre communauté, parce que la plupart ne sont pas conscients, ne saisissent pas l'intérêt d'aller voter, il faut travailler au travers des centres de formation, au travers des conférences comme celle-ci, au travers des khutbat al-Jumu'ah, au travers des ouvrages que vous devez lire, au travers des informations sur Facebook, tout ce qui est possible de faire pour pouvoir conscientiser davantage la communauté et lui faire comprendre l'importance du vote, il est à investir. Tous les espaces d'éducation. Du livre à Facebook en passant par khutbat al-Jumu'ah et de la conférence de ce soir et de ce que vous voyez sur Internet comme conférence sur YouTube. D'accord? Non seulement pour vous, mais de le diffuser et de le propager au maximum. C'est comme ça qu'on arrivera à résorber la question de l'abstention au niveau de la communauté. Donc le savoir, l'éducation fondamentale est important. Le deuxième des outils qui nous permettra donc de résorber la deuxième des raisons, je parlais tout à l'heure de ce discours du Moyen-Orient qui commençait à faire florès au sein de la communauté qui nous dit de ne pas aller voter, ça rejoint le premier.
Donc comment nous, en tant que musulmans, là je vais vous donner un certain nombre d'outils, un certain nombre même de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des hadiths, et un certain nombre de paroles de savants qui nous disent de la nécessité d'aller voter. Comme ça, vous avez les moyens de pouvoir répondre à celui qui vous dit non, la yajouz. Parce que celui qui vous dit non, la yajouz, c'est dommage enfin c'est dommage, c'est la réalité, il faut qu'on en passe, il faut qu'on passe par là, parce que normalement c'est quelque chose d'acquis au sein de la communauté, mais ma'alish, on va revenir, même si c'est quelque chose qui devrait être évident pour tout le monde. Mais quand même, quand des gens vous disent de ne pas aller voter parce qu'il a entendu tel savant le dire, vous savez, la première des choses qu'il faut lui dire, attends, mon frère, écoute-moi bien. Nous sommes des musulmans français, d'une part. Et quand tu poses une question quant à la réalité des musulmans qui vivent en France, il y a deux conditions pour pouvoir aller poser la question à quelqu'un. La première, c'est de demander et de poser la question aux gens de science, évidemment, mais en même temps, c'est de demander aux gens qui connaissent et qui vivent ton contexte. D'accord ? Les gens de science, c'est une condition numéro 1, évidemment. Il faut qu'ils soient sincères, ça coule de source. Mais les gens de science, c'est le Coran qui nous dit si vous ne savez pas, demandez aux gens de science. Donc on va demander aux gens de science, mais pas aux gens de science qui vivent à 5000, 10 000 km de chez toi. Non, aux gens de science qui vivent ta condition, ta situation, qui connaissent ton histoire, ta coutume et ton contexte. Vous savez qui est-ce qui nous dit ça? Non seulement c'est le prophète, parce que le hadith nous dit les savants sont les héritiers des prophètes, mais en même temps, il y a des plus grands savants de l'histoire de l'islam qui s'appelle Shihab al-Din al-Qarafi, dans un de ses livres majeurs qui s'appelle Al-Furuq, qui s'appelle Anwar al-Buruq, fi Anwar al-Furuq, fi Anwar al-Furuq, un des ouvrages majeurs de ce savant de l'époque médiévale de l'islam qui a donné un nombre incalculable de sciences, vraiment quelqu'un qui est reconnu par l'ensemble des savants d'islam comme étant une référence. Il nous dit, écoutez bien, en substance, إذا جاءنا من لا ندري عرفه سألناه رددناه إلى علماء بلده فإن لم يكن هناك علماء سألناه على عرفه وأفتيناه على ضوء ذلك. Écoutez bien ce que dit ce savant. Il dit, si quelqu'un vient nous voir et il nous pose une question, la première des choses que je ferai, c'est de le renvoyer aux savants de son pays. Ah, la même chose en France ou pas? Donc tu vas poser des questions aux savants de ton pays, aux savants d'ici, du contexte européen. Et regardez ce que dit le savant de l'époque médiévale. Si il n'a pas de savant là où il habite, qui puisse le guider et l'orienter dans sa vie religieuse, nous lui poserons des questions sur son contexte et ensuite nous lui apporterons une réponse en fonction de ce qu'il nous aura dit de son contexte. Vous avez vu ce qu'il dit? L'importance du contexte dans lequel on est. Ça joue énormément sur la réponse que donnent les ulama. Mais ça, c'est qui l'a fait également? Et Shafi'i, radiyallahu anhu, on avait besoin de parler de Shafi'i tellement sa place est centrale dans les sciences islamiques au sein de notre univers de référence. Il se déplace du Caire à Bagdad, de Bagdad au Caire, dans une partie de sa vie, et il va changer un certain nombre de dispositions du fiqh. Manière de dire la réalité du Caire n'est pas celle de Bagdad, donc il va changer un certain nombre de choses. Et ça, c'est qui le fait? Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le Jumu'ah, vous savez, quand il est sur le minbar, il s'assoit sur la première des marches. Viendra après lui Abu Bakr, radiyallahu anhu, il se mettra également sur la première des marches. Omar, la même chose. Quand il monte sur le minbar, il se met sur la première marche. Uthman, regardez, les circonstances changent. Il y a de plus en plus de monde dans la mosquée de Médine. Uthman ne voit pas les gens, il va monter sur la deuxième des marches. Regardez, c'est peut-être un détail, mais regardez comment le contexte qui a changé évolue sur la compréhension de là où il est. Alors certains pourraient dire, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est assis qu'à la première marche, je reste, il s'est mis debout, je reste. Non, le contexte a changé, ça veut dire que des dispositions peuvent changer. Donc toujours poser la question aux ulama de là où tu vis. Alhamdulillah, en France, en Europe, on a ce qu'on appelle le Majlis européen l'Ifta'i wal Buhuth, le Conseil européen des savants de la recherche, qui a mis en évidence, preuve à l'appui, qu'il était possible, voire, je le dirai après ça, mais qu'il était possible et nécessaire pour les musulmans de France pour pouvoir améliorer leurs conditions et résister intelligemment
et pour pouvoir faire avancer leurs intérêts, d'aller voter. Pour pouvoir finir sur ce point-là absolument fondamental. Et c'est souvent des frères qui nous disent, pour ne pas le voter, qui prennent des fatwas d'Arabie Saoudite. Regardez un certain nombre de savants d'Arabie Saoudite, ce qu'ils disent sur le vote en France. Il y a un savant qui fait partie de Hayat Kibar al-Ulama. Vous savez, Hayat Kibar al-Ulama, c'est le corps des grands savants. C'est la plus haute instance islamique qui existe en Arabie Saoudite. Elle regroupe les 20 plus grands savants de ce pays. On a posé la question à un des grands savants, qui s'appelle Abdullah Sheikh Abdullah Mutlaq, Hafidahullah, sur une disposition concernant l'Europe. Vous savez ce qu'il leur a dit? Tout simple. Je ne répondrai pas à votre question. Vous avez des savants qui vivent en Europe. Posez la question aux savants qui vivent en Europe. Ils connaissent mieux la situation que moi. Aussi simple que ça. Regardez la sagesse d'un faqih, la sagesse de quelqu'un qui a saisi la profondeur de la responsabilité qu'il a quand il répond à des questions. Mais c'est même plus loin, parce que lui, il vit la plupart du temps, toute sa vie quasiment, il a vécu en Arabie Saoudite. Mais vous savez, un savant d'Arabie Saoudite qui vient souvent en Europe, qui vient souvent en France, et qui essaye de se mettre au courant de la situation des musulmans. Il vient des fois, plusieurs fois par an. Il s'appelle, peut-être que vous le connaissez, Cheikh Moussa Sharif. Et Cheikh Moussa Sharif, j'étais avec lui en 2007. Écoutez bien, Cheikh Moussa Sharif, comme quoi, c'est un étudiant de Ben Baz, rahimahullah. C'est un étudiant de Ben Baz, rahimahullah. Et en 2007, il est venu à Château-Chinon, donc à l'Institut de Sharia, et on a fait une discussion avec lui, avec plusieurs étudiants. Et la question, je lui pose la même question qu'aujourd'hui, comme quoi c'est souvent les mêmes questions qui retombent à chaque fois. يا شيخ هل المشاركة في الانتخابات السياسية جائزة في فرنسا? Il me dit, mais comment vous pouvez encore vous poser la question de savoir s'il est possible ou pas pour les musulmans d'aller voter? Comment vous allez faire pour pouvoir défendre vos intérêts, mettre à bas ce discours islamophobe et faire tomber ce genre de lois liberticides qui ont été votées en 2004 comme en 2010? Lui, il me dit, écoutez bien, c'est sa position personnelle. Il me dit, pour moi, c'est même pas une possibilité d'aller voter, c'est une obligation pour tout musulman et tout musulman. Ce que tu disais tout à l'heure. Il me dit, écoutez bien, بالحرف الواحد, mot pour mot, أنا عندي فرض عين لكل مسلم ومسلمة. فرض عين, ça veut dire quoi? Il y a deux genres d'obligations en islam. فرض عين, فرض كفاية. فرض عين, ça incombe à chacun d'entre nous ici dans cette salle et à tous les musulmans du monde. La prière, la zakat, etc. Fard kifaya, s'il y a une partie de la communauté qui s'en occupe, et le reste en est dispensé. Donc lui, il te dit que c'est fard ayn, c'est une obligation pour ton musulman. Manière de dire que si tu ne le fais pas, tu tombes dans l'erreur et le péché. Il va loin, hein. Il va très loin. Mais il a saisi l'importance du vote. Et la compréhension selon laquelle, si tu abandonnes cet espace, ton abandon devient préjudiciable pour ta communauté. Ah, c'est-à-dire que c'est ton abandon et ton silence qui empêchent tes sœurs d'aller porter le hijab à l'école. Qui fait que toute une industrie de la peur est alimentée jour après jour pour pouvoir focaliser, stigmatiser la communauté musulmane. Finalement, c'est pas tellement... Oui, c'est de leur faute, de ceux qui nourrissent ce discours de haine. Mais c'est surtout l'abandon de notre communauté du terrain politique qui explique cette situation. Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et si tu ne participes pas à la bataille, tu participes de la défaite. Donc, manière de dire, il nous renvoie la responsabilité à nous. Vous avez la possibilité, en plus il parlait entre les deux tours, hein. Il me dit, je ne comprends vraiment pas pourquoi les musulmans ne sont incapables de pouvoir peser sur cette élection. Et parce que tous les autres le font. Vous vous souvenez du vote juif que je disais tout à l'heure? Je vais prendre un autre exemple encore plus frappant. Et là, je vais vous poser une question, je vais voir si... Vous savez, tous les lobbies, enfin en tout cas les groupes de pression pour pouvoir défendre leurs intérêts sectoriels ou catégoriels, évidemment ils manifestent, ils font des pressions, etc. Vous savez, le groupe homosexuel en France, l'année dernière, ils font ce qu'on appelle la Gay Pride. Je vais vous poser la question comme j'ai posé à d'autres étudiants la dernière fois. Vous savez combien ils sont quand ils manifestent à Paris pour exiger la défense et l'avancement de leurs droits? Alors dites-moi des chiffres. L'année dernière. N'hésitez pas. Combien? 100 000. 10 000. Allez. Combien? 600. 600 ou 600. Écoutez bien. L'année dernière, il souffre.
Vous savez, c'est quoi leur mot d'ordre l'année dernière? En 2011, je marche. En 2012, je vote. Ils sont 750 000 à manifester à Paris. 750 000 à manifester à Paris. Quand nous, au plus fort, écoutez bien, hein, quand nous, au plus fort de la loi contre le hijab, en 2003-2004, lorsqu'en décembre 2003, toutes les organisations musulmanes et d'autres, considérant cette loi comme étant une loi liberticide et contraire aux libertés, décident de manifester en masse à Paris, combien nous sommes, en tirant au maximum le chiffre? 12, non, quand même pas. 600, non, un peu plus quand même. 15 000. Eh oui, oui, ma soeur, effectivement, c'est toujours où je vais dans les villes où je parle de cette comparaison, c'est la même réaction. Mais encore la faute est là à qui? Le maire de Paris, il est... Oui, mais c'est pas grave, qu'il soit à la limite. La responsabilité, c'est d'abord la nôtre. Il faut d'abord voir en nous ce qui ne va pas pour pouvoir ensuite 15 000. Et vous savez, le comble des fois de l'insupportable, c'est que Julien Drey, membre du PS, éminent membre du PS, qui, comme beaucoup de gens au PS, bon, apparemment, à Nantes, ça se passe bien. Mais en tout cas, je ne veux pas vous sonner fitna ou quoi que ce soit, mais en tout cas, au niveau national, beaucoup de membres du PS sont comme Julien Drey. Ils partagent la même islamophobie et la même allégeance inconditionnelle à l'État d'Israël. Vous savez ce qu'il dit? Et là, c'est pour nous une insulte presque suprême. De toute façon, les musulmans n'iront pas manifester. Ils sont trop occupés à faire les soldes. C'est vrai. Wallah, il a dit ça. Et ça, c'est pas un coup de massue pour nous, ça? Et comme dirait la sœur, c'est pas faux. Le pire, c'est que, en fait, c'est une insulte suprême, mais en même temps, c'est globalement la réalité. Donc, encore une fois, agir sur l'éducation, la formation, pour faire comprendre à la communauté que personne, à sa place, n'ira défendre ses propres intérêts. N'attends pas du CRIF ou du PS qui viendront changer un certain nombre de lois ou essayer de mettre un peu de frein à toute cette tempête islamophobe. Au contraire, plus on se tait, et moins on agit, et plus on s'abstient, plus c'est un signal donné aux tenants de l'islamophobie de continuer leur manège. D'accord? Donc il faut casser ce schéma, il faut casser cette logique, renverser le schéma accusatoire et faire du vote musulman qu'il soit majoritairement caractérisé par la participation massive et pas par l'abstention. Si on a compris ça, bon, on a compris énormément. Et si vous l'avez compris, ça veut dire donc que tous ceux aujourd'hui ici, évidemment, iront voter dimanche, iront voter dans 2 semaines, mais également, on y verra peut-être dans le débat, aux législatives, et également, Inch'Allah, en 2014, lors des élections cantonales, municipales et européennes. Parce que c'est comme ça. Et si vous faites en sorte que, parce que, écoutez bien, les états-majors politiques, ils font une chose après les élections. Tous. Exactement. Ils scrutent les listes d'émargement. Et ils vont voir qui vote et qui ne vote pas. Évidemment, quand ils voient tous ceux à consonance étrangère qui ne votent pas, c'est pas grave. Ils ne valent rien sur le terrain électoral, sur le marché de l'élection. Tu ne vois rien. Comment tu peux, toi, ensuite, être demander du respect quand tu ne vois absolument rien là où il faut être, dans l'espace où il faut être présent? Ils le font tous. Donc, il faut non seulement aller voter, et Inch'Allah, dans le débat, on verra pour qui voter, parce que je laisse ça pour le... Et pas en tout cas, barakallahu fikum, de l'écoute.